Salut à tous, non vous ne vous êtes pas trompé, je ne suis pas grand, je ne suis pas blond, je n'ai pas une moustache approximative et plutôt laide, mais vous êtes bien dans le Delta Sport et on commence tout de suite par le sommaire. Et ce soir, vous découvrirez le vainqueur de l'édition 2014 de la Ronde des Sables, la course launoise, lancée la saison de moto sur sable. En football, on a suivi à la culotte la semaine de Jason Tiborghien. Le gardien launois a droit à des entraînements spécifiques avec son président Franck Milot, ancien gardien. On verra si cela a notamment permis à Lone Plage de faire un résultat contre Boulogne. Au HUT à Gravelines, deuxième derby de suite pour l'USG contre la réserve de Dunkerque. Objectif, consolider la place de leader. Vous verrez que tout ne s'est pas fait comme prévu pour les hommes de Stéphane Clairet. Côté basket, le BCM continue de jouer le mardi. On en a profité pour se poser une question. Papsi et Andrew Albici peuvent-ils devenir les figures de proue d'une nouvelle page du basket club maritime, comme l'ont été Yannick Boccolo et Cyril Akpomeda avant eux? On terminera l'émission par du handball, l'USG se déplaçait au PSG. Troisième déplacement de suite, comment les joueurs gèrent cette situation inédite? La répétition des déplacements influe-t-elle sur les résultats des hommes de David Darras? La réponse en fin d'émission. Et justement, avant de commencer ce Delta Sport, en parlant de handball, on souhaite un bon rétablissement à notre collaborateur Bernard Duda, notre caméraman officiel de l'USG Handball qui a eu quelques petits soucis et qu'on attend très rapidement du côté de la salle du Pont-de-Pierre. Petite pensée pour notre petit Bernard qui est resté à la maison. On lui fait des gros bisous, on pense très fort à lui. On espère vraiment le revoir très rapidement avec nous, dans un premier temps à domicile et puis quand il se sentira prêt, il pourra revenir avec nous en déplacement. Je suis très content que ça va mieux, qu'il revienne parmi nous le plus vite possible en forme, avec un pull bien mis sur lui, il comprendra. Mais l'événement de ce week-end, c'était bien sûr la Ronde des Sables. Alors, mis à part tous les événements extra-sportifs, non, nous ce qui nous intéresse, c'est bien sûr la course et elle nous est racontée par Cédric Hardy. Les organisateurs pouvaient regretter le manque de concurrence sur la ligne de départ, 146 cette année contre un peu plus de 200 pour le millésime 2013, mais qui dit moins de pilotes, dit une course plus fluide, plus rapide pour les meilleurs de ces motards engagés dans cette Ronde des Sables 2014, à l'image de Jean-Claude Mousset, 43 ans, dossard numéro 4, le quadruple vainqueur de l'Enduropal a tenu la dragée haute à des pilotes 2 fois plus jeunes que lui. Mais ce n'est pas des plus jeunes dont il fallait se méfier ce week-end, mais plutôt des Belges en très grande forme, comme Steve Ramon, numéro 11, vainqueur de l'épreuve l'an dernier, ou encore Jeffrey De Wulf, pas en reste lui non plus. Une présence belge dans le haut de tableau tout au long de la course qui a surmotivé l'Odomarois, Adrien Van Beveren, le vainqueur de l'Enduropal 2013 et l'un des patrons des courses sur sable, et il comptait bien le faire savoir. L'arrivée de la pluie à mi-course rend le circuit plus lourd, moins maniable, et c'est là que le talent des pilotes se révèle. La fin de l'épreuve sera un combat acharné entre l'élite et c'est au final Clément Desalle, le jeune belge de la Louvière, 25 ans, qui termine sur le haut du podium. Dur à la fin, les 30 dernières minutes, j'ai vraiment souffert. Mais j'ai mordu sur ma chic et j'ai essayé jusqu'au bout, tranquille. Avec l'essence, c'était pas mal. Une première pour moi, donc c'est pas évident, il faut beaucoup d'expérience. Aussi pour les ravitaux, donc c'est pas facile. Mais ouais, c'était sympa, cool. Adrien Van Beveren termine à la seconde place. Le Français n'était pas complètement dans la course. J'ai fait une course en demi-teinte, même si le résultat n'est pas mauvais, puisque Steve Ramon, qui est quelqu'un qui m'a battu dernièrement, est bien derrière. Mais bon, voilà, sur mon feeling personnel, je ne suis pas super content de ma course. Maintenant, c'est une bonne première avant la préparation pour le Touquet. Mais qu'Adrien se rassure, il pourra se rattraper sur la plage du Touquet à l'Enduropal le 1er février prochain. Clément Desalle a annoncé qu'il ne serait pas présent pour l'épreuve touquetoise. Et en basket, il n'y avait toujours pas de Pro A ce week-end puisque le BCM ne recevra Nanterre que mardi. Mais pourtant, eh bien, on s'est quand même intéressé à cette nouvelle équipe qui commence à prendre plus ou moins forme, notamment avec un Andrew Albici et un Papsi en feu sur ces dernières rencontres. Alors peuvent-ils être les nouveaux Yannick Boccolo et Cyril Akpomeda, les anciens cadres qui ont duré 6 ans au sein de l'effectif de Christian Monchot? La réponse avec Aurélien Février. Le BCM n'a connu que la victoire dans ce mois de novembre, 3 à la suite. Comme quoi jouer le mardi lui va bien, surtout avant d'affronter Nanterre demain, mardi justement, dans un duel pour le podium.
Et au vu de ces bonnes prestations maritimes, la question qu'on se pose, nous, c'est celle-là. La paire Albi-Sissi peut devenir les remplaçants de la paire Boccolo avec Pomeda? Oui, après même si c'est pas les mêmes postes, mais ouais, on essaye en tout cas de faire les choses bien en tout cas. Il faut faire un peu oublier Boccolo là, c'est bon, on en a déjà assez trop parlé, donc voilà. Non, je rigole. Justement, Yannick Boccolo est parti à Pau cet été. Il voit Papsi et Andrew Albissi comme des maritimes sur le long terme. Ils joueront leur rôle, après c'est Christian plus qui impose son jeu et ils l'ont fait ce soir aussi, donc c'est un peu le même style, donc c'est le BCM, ça ressemble à l'identité du BCM. L'un s'affirme comme un leader technique, c'est Papsi, avec ses 19 points par match en 32 minutes de moyenne pour le moment. L'autre s'affirme désormais dans le groupe, c'est Andrew Albissi, déjà par son poste meneur, mais aussi par son nouveau rôle de capitaine. Avant j'étais pas très vocal et maintenant je le suis plus, j'arrive à plus aider les autres sur le terrain, je suis beaucoup plus communicatif qu'avant et je pense que c'est des choses que j'ai appris au fur et à mesure de ma carrière, donc c'est intéressant et même moi je le ressens, donc c'est cool. Et les deux joueurs ont une relation particulière, entre eux ils sont très proches sur et en dehors du terrain, ils sont même voisins. C'est vrai que c'est un endroit où il fait bon vivre, on se sent bien et on travaille bien, donc c'est vrai que moi ça ne me dérangerait pas de faire plusieurs années ici. Christian Monchot, depuis son arrivée au club, n'a nommé que 2 capitaines, Cyril Akpomeda en 2008 et Andrew Albissi cette saison. Albissi et Si sont déjà passés par le BCM, c'était lors de la saison 2011-2012, ils sont revenus plus matures du côté de Sportica. Ça ne permet pas de recommencer complètement à zéro, même si on a 90% de l'effectif qui est nouveau. On les responsabilise de plus en plus, ils ont également 2 ou 3 ans de plus, donc dans une carrière, la maturité c'est quelque chose qui compte. Et comme ce sont des joueurs qui sont sérieux et humbles, ils ont envie de progresser. La paire Albi, Si, elle, n'a qu'un objectif en tête, gagner des trophées et perpétuer l'héritage de victoires laissées par la génération Akpomeda Boccolo. On a envie de continuer sur ce chemin-là, c'est sur la longueur, donc forcément on va dans cette voie-là. J'ai re-signé ici pour ça, pour vraiment qu'on essaie de gagner des titres. On travaille pour ça et c'est l'objectif d'être au moins aussi bon qu'eux. Personnellement, j'ai envie aussi de pouvoir amener une équipe jusqu'au bout et d'amener aussi des trophées dans un club. Donc on va dire que oui, je me sens vraiment à l'aise dans ce rôle-là et je me sens aussi, avec mon statut, de le faire, quoi. Première partie interview donc de ce Delta Sport. Je suis avec Delphine Renard, donc le directeur technique de Gravelines Natation. Bonjour. Bonjour. Donc Gravelines Natation, cette saison, c'est combien d'inscrits à peu près dans le club? Alors aujourd'hui, nous comptons 320 licenciés. Par rapport à l'année dernière, c'est plus? Oui, c'est plus. À la fin d'année, l'année dernière, nous étions à 400 licenciés et aujourd'hui, pour le mois de novembre, on est à plus de licenciés. Alors comment vous pouvez expliquer ce boom des inscrits? Déjà, ça vient de où? C'est plus d'adultes, plus d'enfants? Alors c'est plus d'enfants, on compte 130 enfants en école de natation, donc plus 30 par rapport à l'année dernière. Ça peut provenir de l'opération Savoir Nager qu'on a mis en place cet été. Il y a les résultats, tout au long de l'année, les résultats qui ont été amenés parlent de nous, parlent de Gravelines Natation et c'est ce qui permet aussi d'amener des nouveaux licenciés. Mais il y a aussi la communication qu'on met en place tout au long de l'année pour faire parler nous. Ça passe par quoi cette communication? Alors on passe par Facebook, un site internet qui est plus ou moins actif en ce moment, mais et puis après par bouche à oreille. Et donc c'était quoi cette opération Savoir Nager? Alors on proposait en fait 15 séances à raison d'une séance par jour pour 15 €. Donc vous avez eu forcément du succès cette opération? Oui, on a compté 96 inscrits pour cette opération. Alors est-ce cette opération Savoir Nager, est-ce qu'on peut la voir revenir cet été par exemple? Oui, nous l'espérons, oui. On souhaite refaire la demande pour la remettre en place. Ça se passe comment au niveau des horaires? Alors, on propose donc plusieurs entraînements pour l'école de natation, donc pour le mercredi principalement entre 16h et 18h, le vendredi et samedi, et sinon tous les groupes s'entraînent minimum 3 entraînements par semaine. Bien, il est temps pour nous d'ouvrir la page football de ce Delta Sport et on va partir du côté de Lonne-Plage puisque vous le savez, la semaine dernière, les Launois ont battu Hérouville, un club de CFA2 2-0.
Cette semaine, ils recevaient Boulogne pour se relancer et pourquoi pas obtenir leur première victoire en championnat. On va s'intéresser pour ce match à un poste clé, celui de Jason Tiberghien, le gardien de cette équipe de Lone-Plage, qui se fait d'ailleurs entraîner tout au long de la semaine par des spécifiques avec son président Franck Millot. Alors, qu'a-t-il pensé de la rencontre de son gardien? Vous allez le savoir tout de suite. Tous les jeudis, Jason Tiberghien s'entraîne avec son président, mais contre Boulogne, le gardien launois n'a rien pu faire pour empêcher la défaite de son équipe. Ça fait super plaisir, surtout que tu es un très bon gardien. Donc moi je prends ça pour progresser et tout ce qu'il peut me donner je le prends. Ça me prend au cœur et c'est là-dessus que je peux aussi beaucoup progresser. Je lui parle énormément, Jason c'est un jeune gardien, j'essaie d'apporter mon expérience en lui parlant beaucoup. Il manque un petit peu de maturité mais il apprend beaucoup et il apprend très vite donc je pense qu'il progresse. Et ça commence rapidement pour le gardien puisqu'au bout de 5 minutes il est obligé de s'employer sur sa ligne. 20 minutes de jeu et corner boulonnais, Nathan Fourdigny enroule. Jason Tiberghien est battu mais sauvé par sa barre. Et l'aide de la transversale, ouais, peut-être il aurait dû la sortir, c'est peut-être lui qui aurait dû la mettre en corner à ce moment-là, mais c'était bien joué aussi, donc il n'y a pas de but, donc c'est principal. Quelques minutes plus tard, le même Fourdigny ne rate pas son vis-à-vis, le gardien launois est battu. Il peut rien faire, on perd un ballon bête au milieu de terrain et puis Boulogne ça va très vite devant. Le gars se présente seul devant lui et puis il a mes côtés opposés donc voilà, il n'y a rien à se reprocher sur le but. Ah non, c'est un ballon perdu du milieu de terrain, ça va très vite après. Après ils sont super droits, il a mes côtés opposés dans le petit filet donc je peux rien dessus mais au départ c'est une perte de balle au milieu de terrain. Encore un sauvetage mais cette fois-ci dans les pieds de Loussamba. Enfin, une réaction launoise à 3 minutes de la mi-temps. Le coup franc est bien placé, mais c'est le gardien boulonnais qui s'impose. Les encouragements ne changeront rien malgré le but. La première mi-temps est plutôt calme sur les buts launois. Le plus dur c'est de rester concentré. Boulogne ça va très vite devant, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se disperser. C'est pour ça que je lui ai demandé de bien se concentrer sur chaque ballon. Tous les ballons sont très importants et puis surtout le placement parce que ça va très vite. Donc si on peut gagner un petit mètre au départ, c'est super important. La seconde période redémarre sous de meilleurs auspices côté launois. Alpha Barry place sa tête sous la barre, mais une fois encore, le gardien boulonnais fait le job. Mais cette éclaircie ne sera que de courte durée. 15 minutes en seconde période, Fourdigny centre, Loussamba place, Tiberghien est battu 2-0. Après forcément on se découvre, on joue à 3 derrière, tu essaies de pousser. Tu prends le troisième à la fin de match, mais bon. C'est décevant parce qu'on n'était pas trop mal en première mi-temps, on était en place et ça se fait même pas à 3-0 encore quoi. La seconde mi-temps ressemblera longtemps à une énigme insoluble pour les Launois face à des Boulonnais bien regroupés. Peut-être aurait-il pu espérer un pénalty sur cette action, mais l'arbitre en décide autrement. La fin de match s'intensifie sur les buts de Jason Tiberghien. Il sort les points, la parade, il est même suppléé par sa défense. Mais il ne peut rien sur le troisième but qui vient clore le suspense à quelques secondes du terme de la rencontre. Après je pense au premier, deuxième but, je pense que je peux rien trouver à 3 non plus, tu vas me dire dans la contre 1. Après il y a 2-3 ballons que je sors, mais bon ça résume rien quoi, tu prends 3 buts donc ça fait chier de prendre encore une fois 3 buts quoi. Allez, football toujours, mais cette fois-ci derby, puisque l'USG, le leader de cette poule de DH, recevait Dunkerque, un derby qui vous est raconté par Cédric Alloy. Et comme depuis le début de la saison, Gravelines a fait du Gravelines hier contre Dunkerque, mais ce coup-ci, les hommes de Stéphane Clairet se sont fait punir. « 5 matchs gagnés par un but d'écart, voilà la stat qui permet entre autres à Gravelines d'être leader en championnat après 8 matchs. Des matchs gagnés souvent en toute fin de partie quand Gravelines ne le méritait pas forcément sur le terrain, à l'image de la victoire face à Lone-Plage il y a 15 jours. Alors pour ce deuxième derby de suite, les hommes de Stéphane Clairet vont utiliser la même recette, peu d'occasions de but mais un réalisme à toute épreuve. On l'a encore vérifié hier par l'intermédiaire d'Alassane Traoré. L'attaquant gravelinois fait mouche sur ces 2 occasions, l'instinct du buteur a parlé, 2 réalisations qui permettent à Gravelines de mener d'abord 1-0 juste avant la mi-temps à la 39e minute, puis de doubler le score juste après 2-0 à la 47e minute. Et après, plus rien. L'USG va d'abord subir un coup du sort. Sur une frappe de Boudot, le ballon a-t-il franchi la ligne? Difficile de se faire une idée sur les images. En tout cas, l'arbitre, lui, prend sa décision et décide de valider le but. 58e, Dunkerque réduit le score 2-1.
Après, tout simplement, on a le melon. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Quand je vois ce que Dunkerque a fait derrière et ce qu'on leur a laissé la possibilité de faire, moi je les mets en garde depuis un moment. Une équipe qui est en tête d'un championnat après 8 journées, ça serait encore à 8 journées de la fin. Après 8 journées, qui mène au score, qui pense certainement que rien va lui arriver, voilà. On a eu le vent dans le dos, maintenant on l'a pris dans le nez. Et ça fait de mal à personne, je crois. Les déboires gravelinois ne s'arrêtent pas là. Traoré doit sortir sur blessure. Le temps de prendre une décision pour le remplacer. Gravelines joue à 10 contre 11. Et dans la foulée, le coup franc. Le ballon arrive dans la surface gravelinoise. Mésentente entre Bossu et son défenseur qui profite à Abiza. Dunkerque est revenu au score en 5 minutes de partout. L'USLD a pris l'ascendant psychologique sur la rencontre et ce sont les Dunkerquois qui se procurent les occasions pour prendre l'avantage. Et puis ce qui devait arriver arriva, Sébastien d'Horizon vient offrir la victoire aux siens à la 80e minute. Défaite 3-2 pour l'USG. Gravelines a encaissé autant de buts dans ce match que durant les 8 premiers de la saison. Un scénario qui doit faire avancer Mathieu Hoguet et ses partenaires. En mettant le deuxième but, on fait le plus dur. C'est des choses qui nous arrivaient pas souvent de marquer le deuxième but et de tuer un peu le score. Là, ça nous a fait défaut. Je crois qu'il aurait peut-être fallu rester à 1-0 et fermer encore plus les portes derrière. Mais là, à 2-0, on a reculé, on n'a plus joué. Et ça va être une très très bonne leçon pour nous parce qu'on va dégonfler nos têtes et on va se remettre au boulot. On va la fermer, ouais. Bon, pour qui on se prend là? Au classement, Gravelines perd sa place de leader avec 28 points au profit de Roubaix qui en compte 29. Deuxième partie interview donc de ce Delta Sport. Je suis donc avec Emmanuel, donc coach ici à Gravelines Natation. Ça se passe comment pour les compétitions cette année pour le club? Alors pour les compétitions, il y a différents types de compétitions pour tous les niveaux. Donc les compétitions nationales et à départementales pour les plus grands. Et ensuite il y a les compétitions pour les benjamins, pour les poussins et pour les avenirs. Donc vraiment différentes compétitions. Tout au long de l'année, quasiment à chaque week-end, on a une compétition au programme pour le club. Et pour l'instant, donc le classement de Gravelines à peu près dans ces compétitions, c'est quoi? C'est un bon niveau? Toi tu viens d'un autre club, hein, tu viens de Lens. Tu peux nous juger du coup un petit peu le niveau de Gravelines cette saison? Alors le niveau de Gravelines, l'an dernier était classé 16e club régional. Pour le moment, on est classé 13e club régional, mais on est dans un noyau entre la 8e et la 13e place, donc plutôt bien, et c'est nettement mieux encore. Le club continue de progresser. On a bien démarré avec la première compétition importante qui est les interclubs toutes catégories, où chez les garçons, on a pris la première place. La 5e place, pardon. Et donc voilà, on va essayer de progresser dans la hiérarchie régionale au fur et à mesure du temps. Et justement, cette progression, elle passe par quoi? Elle passe par une structuration du club. Donc là, le club est en train, au fil des années, de se structurer avec des groupes de plus en plus étoffés de nageurs, en essayant aussi de rapporter un maximum de billes pour progresser. Donc la structuration par des entraîneurs diplômés, motivés aussi. Voilà, ça se structure de cette manière-là. Et la prochaine échéance du coup pour le club, c'est quoi? Bon, alors là, il y a tout un tas de petites compétitions qui vont s'enchaîner, que ce soit pour les catégories jeunes, pour les maîtres, pour les plus grands, je dirais, les minimes à seniors. La compétition, je dirais, phare avant les vacances de Noël sera certainement les championnats interrégionaux pour les plus grands qui vont viser une qualification au championnat national 2. Et l'objectif final pour cette saison pour le club? Faire progresser chaque nageur, je dirais, individuellement, et puis du coup faire progresser le club dans son ensemble. Je dirais que être classé dans les 10-12e clubs régionaux pour cette année, ce serait une bonne chose, et continuer de se structurer pour envisager l'avenir de la meilleure des manières possibles. Allez, on va parler handball puisque Gravelines affrontait le PSG, l'équipe réserve bien sûr du PSG handball, mais cette rencontre, c'était la dernière de 3 déplacements consécutifs et dans le bus, il y avait Cédric Alloy. L'USG a intérêt à aimer les voyages. En ce moment, 3 déplacements en 3 semaines, les 3 en région parisienne, soit le bout du monde dans cette poule 3 de N2. Deuxième déplacement d'affilée, on commence un peu à être fatigué et puis bon, c'est toujours plus dur de jouer à l'extérieur. Ça fait partir à chaque fois le samedi toute la journée, rentrer tard dans la nuit. Donc se lever tôt le lendemain matin pour s'occuper des enfants quand même au moins une journée dans le week-end. Et puis bon, c'est vrai que physiquement, là notamment ce soir, on est un peu arrivé en retard, donc
c'est assez dur d'enchaîner 1 heure de match dans la foulée, quoi, juste après 4 ou 5 heures de bus, quoi. Bon, sur l'aller, chacun a ses petits rituels, hein. Il y a les joueurs de tarot dans le fond, ceux qui regardent un film. Des fois, il y en a un Momo qui bosse, qui fait semblant, on ne sait pas trop. À l'équilibre avec une victoire et une défaite lors de ses 2 précédentes sorties, Gravelines du coup débarque chez la réserve du PSG handball sans pression. L'USG récupère d'ailleurs ses 2 ailiers, Lagouche et Rose, qui lui avaient fait défaut la semaine dernière à Dreux. Et ça se ressent en attaque puisque Gravelines est moins prévisible. Ça permet aux hommes de David Darras de jouer les yeux dans les yeux avec une équipe du top 5 du championnat. À la mi-temps, Paris est devant de 2 buts, 17-15. Rien d'alarmant vu le nombre de changements de leader dans la rencontre. Et le plan concocté par David Darras va porter ses fruits puisque le chassé-croisé entre les 2 équipes va continuer. Gravelines peut faire un résultat. Alexandre Rose avec ses 7 buts et ses coéquipiers l'ont bien compris. Un 5-2 gravelinois au quart d'heure de la seconde période les propulse en tête, 21-22. Et le Money Time s'annonce brûlant entre les 2 équipes. À 2 minutes de la fin de la rencontre, c'est Paris qui reprend la tête 27-26. Malheureusement, le pénalty de Marie-Joseph vient doucher les espoirs gravelinois. Le dernier but sur le buzzer d'Alexandre Roche ne changera rien. Gravelines s'incline d'un petit but, 28-27. Les gravelinois peuvent nourrir des regrets. On n'a pas su rester trop longtemps devant. Dès qu'on avait pris la marque, on faisait des erreurs. Après, on a loupé des shoots. Après, on s'est un peu énervé. Et bon, c'est dommage, quoi. Mais bon, dans l'ensemble, je peux pas leur dire. On a joué 3 matchs pleins, on a réussi à en gagner un. Au classement, les préférés de Bernard Dudas sont 8e avec 12 points, soit 3 de mieux sur les 2 relégables Rouen et Saint-Maur et 7 de moins sur les leaders Amiens et Dreux. Il y a quand même une bonne nouvelle puisque l'USG retrouvera la maison pour les 3 prochaines rencontres. Ce sera donc à domicile au Pont-de-Pierre avant la trêve avec 2 confrontations notamment contre les 2 derniers, Rouen et Saint-Maur. L'occasion donc pour les hommes de David Darras de prendre un maximum de points. Voilà, c'est la fin de ce Delta Sport mardi. Vous avez tout d'abord rendez-vous avec le BCM face à Nanterre. Ce sera une rencontre à suivre en intégralité sur Delta FM. Ensuite, jeudi, c'est Michel Vière qui animera le Delta Sport Agenda. Et lundi, vous retrouverez Aurélien Février qui sera donc à ma place. Je suis désolé. Mais c'est comme ça, on se retrouve bientôt sur Delta TV. Salut!